On commence avec la diffusion d'une vidéo qui montre un peu les difficultés pour une entreprise pour trouver du foncier, pour une jeune active de trouver un logement, etc. Une vidéo de 4 minutes environ. Bonjour, je suis Pascal Carlos, dirigeant et propriétaire de deux sociétés de bâtiments. Ferrer Sud installé depuis plus de 30 ans sur la métropole de Montpellier. Quelques mois avant, nous avons fait également l'acquisition de l'entreprise Martinazo BTP qui est en Lozère et que nous avons installée dans l'Aveyron. Notre démarche aujourd'hui s'inscrit dans le développement de notre société Ferrer Sud qui nécessite de modifier et d'agrandir ses bureaux, et nous avons l'opportunité de déménager nos installations qui sont à Grabels, au-dessus de la Valsière. Et dans ce cadre-là, nous recherchons un foncier, un terrain, qui permettrait de créer nos bureaux en propre, de façon à être propriétaire de nos installations. Et donc nous sommes en recherche active d'un terrain de plus de 2000 m², pour lequel nous avons lancé des prospections à UEVA sur l'ensemble des acteurs et collectivités. Et on se confronte effectivement à un problème de proposition, d'offres, qui ne semble pas aujourd'hui être importante et pléthore, et donc ça nous inquiète un petit peu. On se pose la question, au vu des premiers contacts, des premiers retours, qui nous sont un peu inquiétants, on se pose la question de cette obligation qui n'était pas la première, de se dire est-ce qu'il faut élargir notre recherche sur un territoire plus large et envisager ce qui était impossible pour nous, à savoir de s'éloigner de la métropole et d'aller chercher des terrains sur un territoire plus large. Voilà. Ce n'est pas notre objectif premier. On ne s'interdit pas de regarder cette solution si dans quelques mois on n'a pas la solution première pour ce projet stratégique pour nous. Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 25 ans et je cherche activement en ce moment sur cette ville. Donc c'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui. Donc je cherche en ce moment un appartement, donc plutôt un T2 pour pouvoir m'installer. Donc c'est mon premier investissement. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai cherché dans cette ville pour pouvoir me rapprocher de mon lieu de travail. Pourquoi un T2? Parce que tout simplement je suis seule pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver quelque chose, parce que ça fait à peu près un mois que je regarde très activement, je regarde tous les jours. Je regarde les annonces, que ce soit sur Le Bon Coin, le Bien Ici, enfin voilà, tous les logiciels. Je regarde sur les sites internet des agences, les journaux, magazines. Je me déplace en agence quand j'ai le temps pour voir un petit peu ce que les agences peuvent me proposer, que ce soit même en vitrine, des fois je m'arrête. Mais c'est vrai que j'arrive pas à trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est que les agences me disent « on n'a plus rien à vendre ». Et la deuxième raison, c'est que je trouve que les prix ils sont excessivement chers par rapport à mon budget. C'est sûr qu'à la longue, si je ne trouve pas, c'est possible que j'agrandisse un petit peu mon secteur, voire même que je change de travail, ou que tout simplement je change de ville. Voire même de département s'il faut, pour pouvoir trouver quelque chose. En réaction à la problématique de notre cliente, c'est vrai qu'aujourd'hui, le bien est devenu rare. Rare parce que les mandats de vente sont très compliqués à obtenir auprès de vendeurs. Ils nous demandent un prix cher, un prix de vente très élevé, et la difficulté concrète qu'on rencontre aujourd'hui, nous agents immobiliers, c'est que nos clients du secteur, du département, de la ville, n'ont pas le pouvoir d'achat aujourd'hui pour faire face à cette inflation des prix. Actuellement, sur tout type de bien, on n'est pas que sur du bien urbain, on est aussi sur du bien périurbain. La petite villa, le petit coin de France, à 20 km de la métropole. Voilà. Et tout ça a pris une valeur qui est difficilement accessible pour nos voisins, pour nos clients de proximité. Et puis, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette rareté des biens dans l'ancien, elle pourrait s'équilibrer par l'ouverture d'offres dans le neuf. Il faut quand même dire ce qui est. Elle manque cruellement pour amener cet équilibre vertueux d'achat. Et aujourd'hui, on cherche désespérément, on en est nous, agents immobiliers, à guetter les attributions de permis de construire dans le neuf pour espérer avoir quelques aspects, j'allais dire, complémentaires d'offres à proposer. Mais on ne les voit pas.
Aujourd'hui, ces permis de construire ne sont plus attribués. C'est pour ça que la FNAIM de l'Hérault, on intervient auprès des politiques locaux pour les sensibiliser à cette difficulté du marché. Bien. C'était Thomas Bray, donc, qui est présent aussi dans la salle, le nouveau président de la FNAIM Hérault. Je vais rester avec la FNAIM, avec vous, monsieur Torolion. On est donc sur une table ronde Réinventer la ville pour essayer de trouver des solutions, des bonnes pratiques à promouvoir. On est vraiment dans des solutions, donc on va essayer de ne pas être sur les constats, mais vraiment sur les solutions, si vous le voulez bien, messieurs. Monsieur Torolion, pour la FNAIM, vous avez plein d'idées, plein de préconisations à proposer aux élus, par exemple les zones de densité minimum. Vous pouvez en dire un mot? Eh ben non, voilà. Prenez-le. Très bien, d'abord, merci de cette invitation. Plusieurs choses, si vous le voulez bien. Effectivement, moi je pense que nous avons à réconcilier, mais ce vocabulaire n'est pas nouveau, les Français avec la densification et surtout nos élus avec la densification. Et ceci étant, je considère qu'on a gaspillé beaucoup d'espace en n'accordant pas des droits à construire qui soient en rapport en réalité avec ce que les plans d'urbanisme avaient eux-mêmes prévu. Et ce gaspillage, on le paye cher aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on peut inverser les raisonnements. Pourquoi ne pas créer des zones de densification minimum, notamment naturellement en zone urbaine? Ces zones de densification minimum, elles auraient comme objectif d'empêcher, de déroger les élus locaux au droit à construire dans une certaine proportion qu'ils ont eux-mêmes accordée dans leur plan d'urbanisme. Derrière ces zones de densification minimum, j'y mets autre chose. Je pense que la ville de demain, elle va se surélever. Si on veut naturellement être en cohérence avec le zéro artificialisation net, eh bien, il va bien falloir bâtir en hauteur. Et je pense qu'il y a une cartographie des droits de surélévation à dresser dans toutes les villes de France. Parce que le droit de la copropriété le permet, parce que c'est un instrument de solvabilisation des copropriétaires pour la rénovation énergétique, et parce que je pense qu'on sait aujourd'hui le faire mieux qu'avant. Par ailleurs, je reviens aussi aux aspects commerciaux et dire le foncier va être en concurrence avec plusieurs usages. Moi, je pense que dans un certain nombre de villes de France, il faut remembrer les cellules commerciales. Lorsqu'on était dans la réflexion sur la refonte du droit de la copropriété, nous avions proposé la faculté de pouvoir créer des bas d'immeubles en volume, mais intercopropriété. La cellule commerciale de 30 mètres carrés ou de 20 mètres carrés, ce n'est plus l'avenir du commerce dans nos villes. Et à un moment donné où il faut justement repenser la ville, il faut repenser la cellule commerciale et la rendre viable pour nos commerçants de proximité, mais y compris en capacité d'accueillir d'autres services, des services publics, un certain nombre d'éléments là-dessus. Enfin, et je finis, moi si j'étais un élu local aujourd'hui, au regard de la loi climat et résilience, la première chose que je ferais, c'est que je dresserai la cartographie de l'indécence énergétique de ma ville en 2025, 2028 et 2034. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a 4 piliers quand même dans la politique du logement en France. On a le logement social, on a le parc privé locatif, on a l'accession et l'aide personnelle. Or, le parc privé locatif, et c'est ça qui va nous importer à court terme, eh bien d'ici 2025, on a des centaines de milliers de logements qui ne pourront plus être loués. Qu'est-ce qu'on fait ? À un moment où, comme on le constate, on manque de logements. Je le dis, la loi climat et résilience que nous approuvons dans ses principes a été votée avec une étude d'impact qui prévoyait que seuls les appartements, les logements classés F et G seraient interdits de location ou devraient passer en E. On est ressorti avec une loi sans étude d'impact où on a pris E, F et G et on a dit ces logements-là, il faudra les passer en D. Ce n'est pas la même somme, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes impacts. Et vous prenez aussi, solution plus originale peut-être, qui peut sembler à la marge, mais qui est intéressante peut-être à rappeler, le retour des gardiens concierges dans les grands immeubles collectifs. Pourquoi ? On est syndic, hein. Les syndics professionnels détiennent 94% de la gestion des immeubles en France. Pourquoi ça rentre dans réinventer la ville ? Voilà. Je pense qu'on a eu tort d'abandonner ces gardiens concierges. Nos promoteurs ne les proposent plus pour des raisons de coût, on l'a bien vu. Et de charges, mais encore une fois, les charges peuvent aussi se discuter. Et moi, je crois que le gardien concierge, c'est un facteur d'intégration, de sécurité
et c'est un facteur également de vivre ensemble. Moi, ce que je propose, c'est que les logements des gardiens concierges soient considérés comme des logements sociaux, qui n'impactent pas le coût et le prix de revient d'un logement pour le promoteur, et je pense qu'on y gagnera en termes, encore une fois, de sécurité, d'entretien et de facilité de gestion et de fluidité des rapports entre les voisins. Et en tout cas, réinventer la ville pour vous et pour l'AFNAIM, si j'ai bien compris, et Thomas Bré est raccord avec vous dans l'Hérault, ça passe pas forcément par l'encadrement des loyers, ce qui est mis en place dans la métropole de Montpellier, mais pas que, aussi à Bordeaux, à Lyon, je crois. L'encadrement des loyers, c'est finalement l'aveu de l'échec d'une politique d'offre que l'on fait payer à des gens qui ont décidé de mettre leur épargne dans l'immobilier pour loger leurs concitoyens. Ils n'ont pas une vocation sociale. En général, on garde son logement 15 ans, il n'y a pas de sujet spéculatif. Donc en réalité, on sanctionne un épargnant à l'aune de l'échec d'une politique, et à mon sens, ce n'est pas bon. Je voudrais dire un mot sur le tourisme. Je voudrais vous faire part de mon expérience pendant la période de crise que nous avons connue sur la location saisonnière. Moi, je cherche le ministère qui s'en occupe. Le logement n'en veut pas. Ce logement-là, le plan Racine par exemple, et le plan Montagne, je connais bien, je suis de la montagne, le logement n'en veut pas, Bercy ne savait pas trop ce que c'était, et le tourisme est en train de s'y intéresser. Or, on a un vrai enjeu de décarboner l'industrie touristique française qui passe par le maillon logement, et de ce point de vue-là, je le dis, on est aux abonnés absents et on n'a aucune aide. Moi, j'ai proposé que pour nos copropriétés de littoral, quand bien même elles sont à usage de location saisonnière, elles soient éligibles à ma prime rénov' en contrepartie d'un engagement des bailleurs sur des lits chauds, et je m'adresse à des professionnels, donc chacun comprend ce que c'est. Pour la rénovation énergétique des logements, Monsieur Minot, pour la FFB, les entreprises du bâtiment sont-elles prêtes à faire face aux défis? Vos compagnons ont-ils déjà toutes les qualifications requises pour relever le défi de la RE 2020 dans le neuf? Mais il y a aussi la rénovation énergétique du parc existant, et Monsieur Torolion vient de le rappeler, c'est des délais très courts. Vous allez me dire oui, évidemment, les entreprises sont prêtes, mais est-ce que vous pouvez détailler, tracer des perspectives, dire les défis encore à relever pour votre filière de production? Je voudrais, en propos liminaire, quand même rebondir sur une remarque sur la construction. On oppose la construction neuve, la rénovation, les friches. Je pense que la réflexion est bicéphale, elle ne peut pas être tout l'un ou tout l'autre, et on doit effectivement arriver à composer avec du logement neuf en exploitant mieux ces fonciers, nos sols, mais en rénovant également. La rénovation, c'est pas nouveau. Plus de la moitié de la production du bâtiment, des entreprises du bâtiment sur le territoire, 58% en 2020, c'est de la rénovation, de l'entretien, de la réhabilitation. Donc c'est pas un sujet nouveau, c'est pas un sujet nouveau techniquement, c'est pas un sujet nouveau en termes de compétences. Et d'ailleurs, ce sujet avait été mis au centre des préoccupations du cabinet d'Emmanuel Vargon, qui nous avait dit, avant le déploiement de MaPrimeRénov', en disant, mais est-ce que les entreprises vont-elles être prêtes? Et elle avait, lors des états généraux organisés par la FFB en juin 2020, posé la question, mais est-ce que vous êtes prêts, les entreprises, à accueillir ce MaPrimeRénov'? Et oui, nous sommes prêts, quand elle avait avancé 500 000 dossiers chaque année de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on va, en 2021, on va dépasser les 700 000 dossiers, et les entreprises sont bien là pour répondre à cette demande. Il y a quand même des questions de carnet de commandes pour vos entreprises, on le sait, dès qu'on essaye de contacter un artisan, c'est pas toujours facile. Dans les délais, je veux dire, je parle pas de la qualité du travail réalisé, mais je parle des délais. Il y a des carnets de commandes qui sont quand même relativement fournis. Il y a des délais d'approvisionnement, des matériaux, il y a des enjeux là-dessus. Et la question, c'est pas trop rose non plus. Non, c'est pas rose. Alors que le bâtiment soit actif et que soit un fer de lance de la relance économique, on en est plutôt extrêmement satisfait. Et tous les entrepreneurs du bâtiment ont répondu présent à la relance économique. Nous avons été arrêtés très peu de temps, que le bâtiment a embauché 2% de masse salariale en plus depuis 12 mois. Donc c'est une grande satisfaction de pouvoir l'accueillir. Maintenant, on subit une crise des matériaux, on subit une crise sociale, on subit une accélération de nos carnets de commandes. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises du bâtiment. Bien sûr, les carnets de commandes se remplissent et s'allongent, mais on s'y adapte. Et puis, vous savez, dans le bâtiment, comme dans d'autres secteurs, les cycles, on en a connu d'autres. Celle-ci est un petit peu compliquée à gérer aujourd'hui. Pour la reconstruction de la ville, sur la ville dont on parle tant, qu'en pensent les entreprises du bâtiment concrètement sur le terrain? Pour vous, quelle est la bonne approche pour y arriver?
voyez, il y a la rénovation, il y a la démolition, reconstruction. Enfin, quelles sont les bonnes pistes? C'est un équilibre. On est en train de vouloir produire plus de logements, rénovés ou neufs. Ça, c'est une contrainte. On veut le construire de manière plus sobre. Sobriété foncière, sobriété carbone. On veut courir après beaucoup d'objectifs. On veut répondre à des prérogatives du gouvernement et de l'État et du ministère du Logement qui se posent beaucoup de questions sur l'usage du logement, sur comment construire mieux. Donc les rapports s'enchaînent. Hein. On a une étude de Leclerc-Girot-Moretti, puis on a des think tanks comme le Shift Project qui nous mettent plein d'idées en tête pour construire mieux, plus durable, plus sobre, etc. On a un nombre d'inconnus, mais qui diminue au fil de l'eau. Et dans nos équations d'opérateurs terrain, que ce soit les porteurs de projets ou les entreprises, on n'a plus de variables. On nous dit où construire, comment construire, avec quels matériaux construire, et maintenant on nous dit à quel coût il faut construire. Eh bien, quand moi je suis opérateur, moi j'essaye, hein, moi je suis chef d'entreprise, comme bon nombre de personnes qui seront dans cette salle, je mets mon équation sur une feuille et je dis, mais finalement, j'ai plus d'inconnus dans mon équation. J'en ai plus. J'ai plus de latitude. Donc chacun essaye progressivement de mettre ses règles au niveau national, d'essayer de normaliser, d'essayer de structurer, c'est vrai au national. Les locaux, les élus locaux, les exécutifs locaux des territoires font de même sur le local. Ils inventent des chartes architecturales, des utilisations qu'on veut sur le domaine. Et au bout d'un moment, une fois qu'on a ce millefeuille administratif, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 18 derniers mois? Il ne s'est rien instruit, il ne s'est rien construit. Pire que ça, les schémas de cohérence territoriale ont été imaginés pour éviter l'étalement urbain et densifier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 18 mois? Exactement le contraire. C'est-à-dire que dans les zones A et B1, ce qu'on appelle les zones les plus denses, globalement, on a moins construit, moins 8% sur les 9 premiers mois de l'année 2021 par rapport à 2019. C'est pire en Occitanie, hein, c'est moins 24%. Et où cette demande de logement s'est reportée? Eh bien, dans les zones détendues. On a construit de la maison individuelle et on a construit des collectifs dans les zones détendues. Le réinventer la ville, je continue avec vous, Monsieur Minot, en quelques mots, c'est évidemment l'introduction de matériaux biosourcés, le réemploi des matériaux, c'est des nouvelles façons de travailler pour votre filière aussi. Oui, vous savez quelque chose puisque vous avez une entreprise de construction en bois. Oui, alors au-delà de mon propre cas, je pense que le bâtiment prend sa part sur la décarbonation de l'économie qui concerne tous les secteurs, le transport, l'agriculture. Je pense que le sujet ne fait plus de débat. Nous devons nous inscrire dans une économie décarbonée. C'est fait. C'est acté. Nous devons impérativement nous inscrire là-dedans et les entreprises de bâtiment le sont. Alors bien sûr, la grande mode, et effectivement vous l'avez cité, c'est le biosourcé. Allez, on va mettre du biosourcé de partout, on va mettre de la paille, on va mettre du bois, etc. Bien sûr que le biosourcé c'est magique pour capter du CO2 et lutter contre le gaz à effet de serre et capter du CO2. Il y a les planctons et la photosynthèse. Donc bien sûr le biosourcé c'est un matériau royal, effectivement. Mais c'est oublier que c'est des filières qui doivent se structurer, et c'est oublier que les filières traditionnelles, les filières métalliques et la filière minérales sont en train aussi de se réinventer. Donc il faut laisser le temps progressivement d'incorporer cette nouvelle manière de construire. Je pense que la décarbonation est en marche. Nous ne subissons pas ce qui se passe actuellement les entreprises de bâtiments. Nous sommes prêts et la prochaine échéance sur la décarbonation de la construction, c'est 2025. La RE 2020 commence 1er janvier et le vrai levier de la décarbonation, c'est 2025. D'accord, merci Monsieur Minot. Je vous propose, chers amis, de zoomer à présent sur 3 territoires d'Occitanie-Est. La métropole de Montpellier à travers Cédric Graille, les agglomérations nîmoises et biterroises à travers messieurs Plantier et Ménard. Comment se sont-elles réinventées ou comptent-elles se réinventer ou quels grands principes appliquent-elles, mettent-elles en place? Robert Ménard, monsieur le maire, vous avez fait un travail important lors du premier mandat. Vous avez mis beaucoup de moyens pour rénover le centre-ville de Béziers, qui était très paupérisé, on peut le dire. Hein. Donc ça a été l'un des axes forts de votre premier mandat, qui a été plutôt couronné de succès puisque vous avez été réélu au premier tour en mars 2020.
Donc la population a dû voir, j'imagine, un changement avant, après, 2014-2020. Quelle a été la méthode Ménard pour relever, et de vos équipes, pour relever le défi de commencer à rénover ce centre-ville? Quelles bonnes pratiques vous avez mis en place dans les grandes lignes? D'abord, deux ou trois idées de base. Quitte à être désagréable, moi, quand je suis arrivé, je connaissais rien, j'étais journaliste, donc c'était ma ville, et j'arrive, et qu'est-ce que je découvre? Je découvre des aménageurs et des promoteurs qui ne rêvent que d'une chose, des terrains plats pour construire sans problème, sans souci, en sachant d'avance ce qu'ils allaient gagner, et y gagner de l'argent. Quand je leur ai dit, mais il faudrait peut-être faire un petit peu la même chose en ville, on a plusieurs milliers de logements qui sont désaffectés, vides, abonnés absents. Donc j'ai fait un truc très simple, un peu de voyou, c'est je leur ai dit, voilà, vous aurez une opération à l'extérieur de la ville que si vous faites quelque chose à l'intérieur. Et ça a réglé tout un tas de problèmes. Vous faites rien à l'intérieur, vous n'avez rien à l'extérieur. Et je serai là pour vous emmerder. Si jamais vous jouez le cœur de ville, je suis là pour vous aider. Ça a été un peu compliqué au début dans les rapports, il y a eu des frictions, et finalement c'est le premier postulat sur lequel on s'est construit. Deuxième postulat, les grandes surfaces, ça suffit. D'abord, ça bouffe du terrain, et ensuite, ça tue les centres-villes. Ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, ça tue les centres-villes. Je suis arrivé à la mairie, il y avait 26% de vacances commerciales. Vacances commerciales, en français dans le texte, ça veut dire de commerce fermé pour tout le monde. Vous savez, il y a toujours une espèce de vocabulaire incompréhensible qui cache des réalités toutes simples. Il y avait un commerce sur 4 qui était fermé. La moyenne nationale, c'est 12%, je crois. Ouais, voilà. Aujourd'hui, on en est à 15, c'est trop, mais la règle, ça a été, il n'y aura plus une seule grande surface, et il n'y en a pas eu, plus qu'aucun centre commercial. Ça, c'était le deuxième postulat. Troisième, pourquoi faut-il absolument gagner de la population? Quelle est cette idée? Et là, c'est pour les élus que je parle. Là, je parlais d'abord pour les centres commerciaux. Il y en a ici des gens qui connaissent bien, les promoteurs. Il y a l'idée dans la tête des élus que si votre ville ne grossit pas, si votre village ne s'étend pas à perte de vue et gagne 2000 habitants en l'espace de 10 ans, vous êtes un mauvais maire. Mais pourquoi ça se juge à ça, la beauté de votre ville, le bonheur de vos habitants? Absolument pas. Donc moi, je ne juge plus à ça. Et en plus, dans une ville moyenne comme la mienne, enfin, je ne sais pas ce qu'il y a à Montpellier, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, et à Nîmes, et encore de temps en temps, il faudrait regarder. Moi, je me demande juste, on gagne beaucoup d'habitants à Béziers, mais est-ce que c'est les habitants que j'ai envie de voir venir dans ma ville? Est-ce que j'ai toujours envie de voir plus de pauvres dans ma ville, d'être obligé de construire toujours plus de logements sociaux? Ah oui, parce que les promoteurs, c'était... On n'a plus le B1, donc on ne parle plus du B1. Ensuite, ils veulent absolument faire du logement social parce qu'ils sont sûrs de gagner de l'argent, parce que c'est ça la réalité. Tout le temps du logement social, toujours plus. Et maintenant, c'est quoi? C'est les résidences seniors. Là, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui vient me proposer une résidence senior parce qu'en termes de défiscalisation, c'est une bonne opération. Parce que c'est un marché énorme aussi. Oui, mais je m'en fous. Il y aura de plus en plus de personnes âgées de 60 ans. C'est statistique. Et elles voudront venir vivre dans le sud. Non. Il n'y a pas que la population française, c'est toute la population européenne même. Attendez, non, ça ne se pose pas comme ça. Moi, je suis là... Non, mais attendez, vous invitez un maire, il est là pour défendre sa ville. Moi, de temps en temps, le maire que je suis défend sa ville contre les centres commerciaux, contre les promoteurs ou avec les aménageurs quand ils jouent le jeu de ma ville. Je suis juste là pour ça. Or, je m'aperçois qu'un bon nombre, il m'a fallu quelques années, ça nous a réussi manifestement, et ça plaît, vous le disiez, aux habitants de ma ville, il a fallu les mettre au pli. Aujourd'hui, il y a des logiques qui ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas faire croire qu'on s'embrasse tous sur la bouche tous les matins. C'est pas vrai. Moi, je viens du privé, je comprends que les gens aient des intérêts qui sont les leurs. Moi, j'ai les intérêts de mes habitants. Donc, il y a un certain nombre de choses que je fais pour revenir sur la population. Et là, je critique les élus qu'on est. Il y a le réflexe de dire, si ta ville ou ton village ne se développe pas démographiquement parlant, tu es un mauvais maire. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Encore une fois, c'est un choix. Et donc, pour finir de me mettre en mauvaise position par rapport à vous, mais peut-être que je suis masochiste et que j'aime ça, c'est pas vrai. Nous, on a décidé de rendre 500 hectares à l'agriculture. Pas 10 hectares par 20, 500 hectares. Pourquoi? Parce que quand je vois ma ville, je parle pas des villes des autres, quand je vois l'arrivée dans nos villes et dans la mienne, que je vois comment on a bousillé les entrées de ville avec des trucs qui sont des horreurs. Oui, c'est sûr, des gens ont dû gagner 4 sous en faisant ça. Moi, je ne veux plus ça. Alors, je prends un certain nombre de positions qui sont un peu radicales. Et plus globalement, la stratégie pour votre deuxième mandat, là, qui commence sur l'enjeu, je reviens sur la rénovation de centre-ville. Donc, vous l'avez fait à Béziers, il y a certainement d'autres choses à faire encore, tout n'a pas pu être fait en 6 ans. Mais maintenant que vous êtes président de Béziers Méditerranée, la communauté d'agglo, est-ce que c'est une politique que vous allez vouloir faire essaimer dans des villages de l'agglo, de rénover des centres-bourgs en l'occurrence? Est-ce qu'il y a une volonté là-dessus politique de votre part? La volonté politique, c'est quoi? C'est d'abord développer les investissements. Pardon, mais c'est quand même la première chose qu'on peut faire concrètement. Aujourd'hui, entre la ville et l'agglo, on va frôler 100 millions d'investissements chaque année. Ça doit être 3 fois ce qu'on faisait il y a 5 ans. Ça, c'est le premier choix important, essentiel de la ville. Le deuxième, c'est faire ce que je peux faire. Moi, je ne remplace pas les promoteurs, je ne remplace pas le privé. Ce que je peux faire, c'est rendre les espaces publics de ma ville plus belles pour attirer plus de gens. Béziers se porte infiniment mieux qu'il se portait il y a quelques années, juste parce que la ville, elle est plus belle qu'il y a quelques années. Les élus, ils ne peuvent pas faire 50 000 choses. Moi, je ne construis pas des maisons. En revanche, je vous construis des rues et des places agréables pour que vous puissiez vendre ce que vous allez construire autour. Moi, c'est les choix qu'on peut faire. À chacun son job. À chacun son job. Moi, je ne marche pas sur le vote, mais sur ça, on peut faire des choses. Le résultat, c'est une ville, oui, qui se porte mieux. Sur l'agglomération, c'est quoi? L'agglomération, c'est 2 ou 3 dossiers importants, comme toutes les agglomérations, pas que la mienne. Les transports en commun, c'est un vrai problème. Dans des vieilles villes, faire avancer des bus sur des voies uniques, c'est quasiment impossible. Je ne sais pas comment on le fait ailleurs, mais en tout cas, moi, je ne vais pas casser les rues de la plus vieille ville de France, je vous rappelle, qu'est ma ville. Régler les problèmes des déchets qui sont un problème, parce que plus il y a d'urbanisation, plus il y a des déchets, et c'est un problème monstrueux pour les villes. Et ensuite, attirer des industries. Et là, je finirai juste là-dessus. Là aussi, moi, quand je suis arrivé, on vendait des terrains. Pour vendre des terrains, on les vendait à des gens qui ne créent pas un emploi. Pas un emploi. Il y a une logistique qui crée des emplois, et puis il y a une logistique qui ne crée pas d'emplois. Est-ce que les terrains rares que nous avons sont faits dans nos villes moyennes pour attirer un certain nombre de gens qui vous créent 10 hectares d'entrepôts avec 50 emplois à la clé? Ils peuvent se les garder, leurs entrepôts. Donc ça a été aussi de faire des choix. Aujourd'hui, on a restructuré notre société d'économie mixte avec un objectif. On attire des gens qui créent du boulot, parce que c'est quand même ça qu'on a. Enfin, en tout cas, dans ma ville, c'est le problème du chômage. Et là encore, c'est des choix draconiens et c'est être capable, je finis là-dessus, de dire non. Dire non. La facilité dans la vie, et pardon, pas que dans la politique, c'est toujours dire oui et faire plaisir aux gens. Le maire, il est d'abord là pour dire non à un certain nombre de gens qui ne respectent pas les intérêts de sa ville. Et oui, et aider, moi je suis au service des promoteurs, des industriels qui jouent le jeu de ma ville. Je leur mets un tapis rouge à leur disposition, mais avec quelques règles de base. Et ça fonctionne très bien. D'accord, merci Monsieur Ménard. Sur les zones d'activité, on pensait peut-être notamment la Méridienne au croisement de la 75 et la 750, mais il y a d'autres zones, mais c'est celle-ci qui me venait en tête concernant... Je vous rassure, il nous reste des terrains. À ceux qui veulent venir à Béziers, voilà. On est une des rares villes où il y a encore des terrains industriels, venez. Et en plus, vous allez gagner de l'argent.
Julien Plantier. Julien Plantier pour Nîmes. Nîmes qui est très exposé évidemment au changement climatique avec un PPRI très rigoureux, enfin très contraignant on va dire, qui vient limiter la densité et l'imperméabilisation des sols. Quelle est la méthode de la ville de Nîmes Métropole, de la SAD pour vous adapter à cette contrainte et pour continuer à porter des projets économiques ou d'urbanisation? Bonjour à tous. Écoutez, bien évidemment, le secteur nîmois est extrêmement touché par le risque naturel, notamment lié aux inondations. Donc c'est clair que c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans la question de l'urbanisation. Il y a ce PPRI que vous avez cité qui s'impose à nous. Il y a aussi l'ensemble des règles liées à l'urbanisme qui s'imposent à l'ensemble des porteurs de projets sur la question de la constructibilité sur le territoire nîmois. Donc c'est un fait que l'on prend en compte parce qu'il faut protéger les populations. Et vous avez rappelé les millions d'euros de travaux engagés dans le cadre des différents PAPI, le programme 4 d'euros, qui nous permet aujourd'hui de prévenir un certain nombre d'agissements pour essayer de bien évidemment sécuriser la population. Nous, c'est vrai que la ville de Nîmes, on est un petit peu au carrefour entre des grandes agglomérations telles que Montpellier, telles que Marseille, et cette situation géographique nous oblige aujourd'hui à devenir un territoire attractif. On sait très bien qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont saturés. Le maire de Béziers évoquait certaines villes, notamment la ville de Montpellier. Et c'est vrai que Nîmes devient attractif de ce point de vue. Et là-dessus, il faut qu'on soit dans une démarche de partenariat, de collaboration, parce que derrière, c'est aussi du développement économique pour le territoire. Et je rejoins le maire de Béziers par rapport à cette approche de taille humaine que doit garder un certain nombre de territoires. L'objectif de nos villes, c'est pas qu'elles s'urbanisent de manière outrancière, qu'on aille au-delà de nos possibilités, parce que derrière aussi, ça porte atteinte à l'ADN, au dénominateur que sont nos territoires. Et c'est vrai que nous, la ville de Nîmes, Jean-Paul Fournier, qui est maire de la ville de Nîmes depuis plus de 20 ans, a embelli son cœur de ville, son écusson. On est aujourd'hui entre 150 000 et 160 000 habitants dans une agglomération de 250 000 habitants. Et il faut absolument qu'on garde ce côté, on va dire, pas pittoresque, mais ce côté taille humain de la ville qui est aussi un des atouts, un des arguments de notre territoire, et la population qui vient sur notre territoire aussi recherche cet ADN et ces fondamentaux que compose notre territoire. Les grands projets urbains sur le mandat, Monsieur Plantier, je crois que vous voulez en évoquer 3. Oh, on peut en évoquer d'autres, mais c'est vrai que nous... Les gros, les principaux, qui vont concerner le mandat, qui vont rythmer le mandat. Les gros projets, nous, c'est qu'on est à la fois sur un volet de proximité qui fait le quotidien de notre action municipale, mais aussi, bien évidemment, avec des grands projets. Il y a la création d'un nouveau quartier sur le Mas des Lombards, qui est une friche agricole qui va devenir, on va dire, un nouveau projet d'habitation avec près de 1200 logements qui vont être créés d'ici à 10 ans sur ce secteur-là. Et là-dessus, lorsqu'on parle de réinventer la ville, c'est comment on transforme notre territoire, nos espaces, pour qu'on puisse accueillir des populations qui se sentent bien. Et là-dessus, on est vraiment sur une démarche à la fois d'éco-quartier, à la fois de nouvelles pratiques, essayer de réfléchir à l'agriculture urbaine. Donc là, par exemple, sur cette partie-là, il y a 2/3 de la zone qui sera consacrée à des zones agricoles, parce que c'est au départ des zones agricoles, et c'est qu'on insère de l'habitat sur cette zone-là. Il y a bien évidemment aussi un projet, on parlait tout à l'heure à la première table ronde, de friche urbaine avec la transformation du marché-gare, qui est une ancienne zone industrielle artisanale qui va accueillir... à Nîmes ouest. Oui, c'est ça, ouais. À l'entrée de Nîmes côté Montpellier, qui va aussi accueillir de nouveaux immeubles de bureaux, des activités tertiaires, des activités commerciales, parce que là aussi, c'est vrai que le territoire nîmois manque de réserves foncières. Vous en parlerez, je pense, avec le vice-président Frédéric Touzelier à la prochaine table ronde par rapport à cette notion, on va dire, d'immobilier d'entreprise qui là aussi se raréfie. Et puis après, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de réfléchir notamment à la notion de centre-ville, comment on arrive à refaire venir de la population en centre-ville. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a bénéficié d'un certain nombre de dispositifs loi Malraux, dans la mesure où nous sommes un secteur sauvegardé, qui permet aussi fiscalement d'avoir un certain nombre d'avantages. Et là-dessus, il faut que ça se fasse en corrélation avec un commerce de centre-ville attractif. Et l'exemple, c'est qu'on va créer une foncière commerciale
sur le territoire nîmois, même si on a un taux de vacances qui est un petit peu en deçà de ce que peuvent proposer certains de nos voisins. On est aux alentours de 10 à 11% vacances commerciales, donc c'est un petit peu en dessous de la moyenne nationale, mais pour autant, il faut absolument qu'on ait une politique incitative pour redonner, on va dire, des locaux commerciaux qui soient adaptés à cette offre qui se propose, notamment sur le remembrement des surfaces commerciales. On a la chance aussi d'avoir un nouveau repreneur pour le centre économique de la Coupole d'Elle avec la société Socri qui s'occupe sur Béziers, sur Montpellier, qui est un professionnel du centre-ville et du commerce. Et donc là-dessus, voilà, c'est vraiment un des enjeux. Donc nous, notre objectif sur la ville de Nîmes, c'est réinventer la ville, certes, mais derrière cela, c'est pas reconstruire la ville sur elle-même, parce que c'est une expression, on va dire, généraliste, mais c'est comment on arrive à refaire venir de la population sur des secteurs qui se sont un peu désertifiés, et surtout comment on prend en compte ce risque naturel. Et là-dessus, c'est vrai qu'on en parlait, notamment par rapport aux futures dispositions législatives, par rapport aux spécificités du territoire. C'est vrai que nous, en tant qu'élus locaux, c'est parfois un casse-tête, et c'est comment on peut accompagner dans une démarche de co-construction, de partenariat avec les acteurs économiques, parce qu'on sait très bien que qui dit nouveau projet sur le territoire dit à la fois aussi du développement économique direct ou indirect. Foncière commerciale dont vous parliez, qui je crois doit traiter 35 à 40 commerces vacants, et vous en avez identifié 115 en tout, mais elle n'aura pas vocation à tout traiter. Non, on est en train de calibrer cela avec notre société d'aménagement de territoire que je préside. L'objectif, voilà, c'est qu'on puisse faire des opérations un peu chirurgicales pour voir vraiment sur des points extrêmement précis comment on peut être efficace. Et quand même, vous n'en avez pas parlé, mais il n'y a pas qu'à Montpellier qui a un projet de nouveau stade. À Nîmes aussi, quoi. Et c'est pas qu'un projet de stade, il y a aussi tout un quartier autour. Oui, alors c'est vrai que j'en parle pas directement parce que c'est un projet d'initiative privée, dans la mesure où on est aujourd'hui sur une volonté de la part de notre club de football de Nîmes Olympique de pouvoir se doter d'une enceinte sportive qui soit propriété du propriétaire du club. Et c'est vrai que l'objectif, c'est que ce soit un projet de 225 millions d'euros qui permettent à la fois de reconstruire une nouvelle enceinte sportive pour le club de football, mais aussi de créer un nouveau quartier à proximité immédiate du cœur de ville, où il va y avoir un certain nombre de nouveaux aménagements. Et là-dessus, voilà, c'est réinventer la ville, certes dans un centre économique global, avec un certain nombre déjà de commerces de périphérie, mais aussi de quartiers qui sont un peu plus novateurs. Comment on peut aussi proposer une nouvelle offre immobilière en ce sens? C'est là-dessus que ce projet il est intéressant. Mais justement, c'est intéressant parce que réinventer la ville, c'est aussi là, c'est une forme de partenariat public-privé, puisque le stade actuel est, je crois, propriété de la ville. Enfin, il a été cédé, il a été vendu à... On est encore sous promesse de vente, mais ça sera un projet d'initiative privée. Nous, en tout cas... Mais c'est le rôle du privé aussi dans la reconstruction de la ville. Là, on touche peut-être à un enjeu important. Oui, totalement. Après, là-dessus, il faut absolument qu'on mette en place des sortes de garde-fous qui encadrent ces initiatives-là. Et heureusement que notre système juridique est bien fait, notamment avec le PLU, avec le PLH, avec le PPRI. Il y a quand même aujourd'hui un encadrement extrêmement contraint, surtout dans nos régions qui sont quand même contraintes d'un point de vue naturel, sur lesquelles il faut absolument qu'on encadre pour pas qu'on tombe dans une urbanisation à outrance. Et là-dessus, c'est clair que les administrés, les usagers, les citoyens, ils attendent aussi à ce que nos collectivités territoriales jouent ce rôle de filtre, de garde-fou et d'encadrant. Merci, Monsieur Plantier. Cédric Graille pour la CERM SA3M, aménageur de la ville et de la métropole de Montpellier. Vous voulez aussi mettre l'accent sur les gens, au final, à qui on s'adresse, hein, c'est-à-dire les habitantes, les habitants, les couples avec les enfants. Comment faire en sorte que les habitants actuels, futurs, puissent se dire tiens, peut-être qu'on sera plus heureux à Montpellier dans un logement collectif, à se déplacer en vélo, à être en vélo ou en tramway, à être à côté des équipements de proximité, des lieux de loisirs, de culture, peut-être plus heureux comme ça que dans un modèle plus pavillonnaire, parce que le modèle pavillonnaire n'est pas mal en soi, mais il est beaucoup plus compliqué à développer sur Montpellier. Donc comment faire en sorte d'instiller cet état d'esprit, quoi. Peut-être, Cédric Graille, donc je prends la casquette ACM Habitat. Donc j'ai la CERM. Vous êtes secrétaire général de l'aménagement, voilà. Donc j'étais jusqu'au 16 septembre directeur général de l'ACM Habitat. Et je vais partir d'une anecdote que j'ai vécue assez récemment. D'ailleurs, c'est une sorte de rapport d'étonnement. Dans une grande ZAC de la ville, je ne vais pas nommer, mais la première lettre, ça commence par O. ACM livre souvent, d'ailleurs comme beaucoup de promoteurs, des résidences. Et très récemment, c'était en mai-juin,
À la livraison des résidences, j'ai plusieurs locataires putatifs qui ont refusé les logements qu'on leur proposait. Or, les résidences sont neuves, elles sont vraiment hyper bien conçues, elles font rêver presque, et on a eu un grand nombre de refus. À mon grand étonnement d'ailleurs, parce que moi je me disais, dans la commission d'attribution d'ASEM, finalement les gens accepteront. Et en fait, quand on commence à gratter un petit peu sur la question des usages, en fait, on se rend compte que bien souvent, les gens ils se posent des questions très très concrètes. Hein. C'est la question des écoles, c'est la question des transports en commun, c'est toutes ces questions-là. Et moi, je pense que quand on parle de reconstruire la ville de demain, on met tous les mots dans le bon sens, hein, sobriété, résilience, on fait plein de colloques, de séminaires. Je pense que la vraie question, c'est comment on s'organise sur le territoire pour arriver à définir les usages de demain, quoi. Et là, moi, je me garderais bien d'expérience des solutions univoques, uniformes, monolithiques. Tout à l'heure, j'écoutais, c'est pas une agression, hein, mais de remettre des concierges dans les résidences, et d'ailleurs, au passage, de dire que c'est du logement social, donc c'est gratuit ou ça n'a pas de coût. Il y a un moment, le logement social, il faut quand même déjà le produire, le financer, mais après, le gardien qui sera dedans, il faut le rémunérer. Donc là, pour le coup, ce ne sera pas ASM Habitat à Montpellier qui le financera, sauf si c'est une commande. Mais, donc je me méfie beaucoup, si vous voulez, des mesures. Pendant des années, on a eu des concierges. Après, on a supprimé tous les concierges parce qu'on se rendait compte qu'effectivement, ce n'était pas évident en termes d'usage. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que peut-être il faut des concierges. Mais je dis ça parce que je pense qu'il faut vraiment avoir une vision plastique du territoire. C'est-à-dire que dans certaines résidences, j'ai vu un maire de la métropole, dont le nom, je ne dirais pas son nom, simplement les initiales, ça commence par B, me disait, moi je travaille avec ASEM uniquement si vous mettez un gardien dans la résidence. Mais pour le coup, ça se réfléchit. Parce que peut-être, sur ce territoire, ça a du sens. Donc, je me pose la question, moi, comment on organise, d'une certaine façon, l'observation et l'analyse des usages, et notamment ceux qui vont marcher. 2, comment, d'une certaine façon, la puissance publique, et la CERM et ASEM sont 2 outils pour la puissance publique, comment la puissance publique s'organise pour déclencher la révolution culturelle. Sur les usages, en fait, je pense qu'il y a une vraie question, c'est que j'ai passé quelques mois à rencontrer l'ensemble des promoteurs. Donc tout de suite, je sais qu'il y a 70 promoteurs à Montpellier, donc j'en ai pas fait 70, hein, j'en ai fait une vingtaine. Et tous, on voit bien qu'ils réfléchissent, enfin vous réfléchissez tous, à des nouveaux usages, à aller chercher de la valeur. Je ne parle pas de théorie, mais de la valeur notamment pour les locataires et pour les propriétaires. Et en fait, de partout, il y a des expérimentations sur des conciergeries, sur des vélos partagés, des véhicules partagés, enfin, ça foisonne. Sauf qu'au moment où je vous parle, moi je pense que personne consolide toutes les expériences qui sont faites aujourd'hui par les promoteurs sur tous les nouveaux services offerts dans les résidences. Et je pense qu'il y a un rôle important, peut-être la CERM peut l'avoir, la métropole, la ville, enfin, de consolider tout ça pour définir demain les usages. Parce qu'il y a des choses qui marchent, et simplement ça ne se sait pas forcément. Je vous prends un exemple très concret. À la Mosson, vous avez une résidence qui s'appelle Les Gémeaux, il y a 320 appartements. On a fait une réhabilitation de donc la Mosson, je pense que vous voyez, c'est un quartier en rue, hein, qui est un quartier populaire avec plein de potentiel, mais avec des difficultés aussi. En fait, on a fait un jardin partagé. Au début, il y avait 40 familles sur 320 qui ont participé. 6 mois après, il y avait 70 familles. Et puis, ils faisaient la fête des jardins. Enfin, il y a toute une animation derrière, et on sait ce qui marche. Donc, je pense que ce qui marche, il faut le reproduire. Et après, pour répondre un peu à la question aussi, c'est la question de qu'est-ce qui déclenche la révolution culturelle. Je pense que la révolution culturelle, au-delà de l'observation des usages, je pense qu'elle nécessite aussi une volonté, enfin des actions politiques et lisibles. Je m'explique, si je prends la question, qui n'est pas la question immobilière ou des bâtiments, sur la question des transports, question que je connais bien d'une autre vie, il y a un moment, là aussi, on peut discuter pendant des années, sauf que qu'est-ce qui va faire que les gens prennent les transports en commun alors qu'ils ne le prenaient pas jusqu'à présent ? Donc la réponse, elle n'est pas évidente, hein. Le gouvernement a fait une loi récemment, la loi d'orientation des mobilités. On voit bien qu'il y a quand même une appétence pour tous les usages électriques, les vélos, les trottinettes et compagnie, que personne n'avait vu arriver d'ailleurs au passage. Mais il y a un moment où il faut aussi que les collectivités locales prennent les mesures qui déclenchent. Et le fait de dire, par exemple, je prends cet exemple, on teste les transports en commun gratuits, ça mérite d'être testé, d'être mis en place, parce que c'est là où on va voir est-ce que ça va déclencher de nouvelles pratiques. Donc moi je pense qu'il faut à la fois avoir une observation des usages pour comprendre là où ça marche vraiment, avoir des mesures fortes, et puis je pense qu'il faut aussi que d'une certaine façon il y ait pas que des paroles, il y ait des actes.
Et j'en termine. J'en termine, c'est... il y a un moment, quand vous dites je vais rénover, ou il y a une opération en rue à la Mosson, où il y a plusieurs centaines de millions d'euros, voire 1 milliard, qui sont injectés sur un territoire. Avec d'ailleurs des projets qui mettent des fois 7, 8, 9 ans à sortir, hein, qui nécessitent d'ailleurs de réfléchir, et c'est ce qui est fait actuellement par l'équipe municipale et métropolitaine, de réfléchir à des étapes un peu intermédiaires. Par exemple, mettre de l'urbanisme transitoire pour que les choses commencent à exister sur les territoires. Et justement, sur ce rôle partenariat public-privé, quel rôle peuvent jouer les promoteurs à la Mosson, par exemple, comment les intéresser à ces quartiers politiques de la ville, défavorisés, comment les faire venir? Monsieur Ménard expliquait pas un projet à l'extérieur si vous ne faites pas un projet en centre-ville. Est-ce que vous êtes sur une même logique de deal avec eux dans les appels d'offres, dans le cahier des charges? Alors, il y a effectivement des appels d'offres, mais Maryse en parlera après sûrement, où c'est un lot ici, un lot là-bas, et pour que ce soit équilibré. Après, je pense que le vrai enjeu... Il y en a un qui a été attribué récemment, voilà, je crois. Exactement. Mais je pense un promoteur qui commence par B, donc, puisque vous aimez bien commencer par BI. Mais je pense que le vrai enjeu, c'est d'arriver à raconter une histoire sur un territoire. Je prends un autre exemple qui n'est pas la Mosson, je reviendrai sur la Mosson, sur la ZAC AI. Je pense que l'histoire, les ICC, l'ESMA, le altropisme, enfin... Industrie culturelle et créative. Il y a une sorte de... premièrement, il y a une histoire qui est racontée, et deuxièmement, il y a des locomotives qui tirent l'opération. De la même façon, sur la Mosson... Comment on raconte une histoire sur la Mosson? C'est que soit on reste, on va dire, dans cette sorte d'image en rue, quartier populaire compliqué à gérer avec beaucoup de difficultés sociales, soit on se projette et qu'on imagine que demain, la Mosson, c'est le quartier où il faudra être. Et je dis ça parce que si vous regardez la Mosson de façon... Il faut avoir un peu d'imagination, de créativité dans sa tête. Hein. Mais à l'ouest, vous avez Grabel-Juvignac, le golfe. À l'est, vous avez Malbosc. Au nord, c'est vert aussi. Et au centre, vous avez le Central Park, qui est le lac des Garrigues. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut de la créativité quand même. Hein. Mais vous avez un potentiel végétal, à un moment on parle, vous avez un potentiel végétal et de biodiversité, etc., qui est colossal. Et quand on dit à la Mosson comment demain on invite les promoteurs à venir, ou en tout cas les acteurs économiques à venir à la Mosson, je pense que ça ne peut pas être que des mots. On peut l'imposer effectivement via des appels d'offres, mais il y a un moment aussi, il faut que la collectivité soit exemplaire. Et il y a un exemple, le jour où il a été décidé d'installer le siège d'ACM à la Mosson, et de l'ACERM mécaniquement, puisque ça fusionne, ça veut dire que dans 4 ans, vous aurez 350, 400 personnes qui tous les matins prendront leur véhicule, iront en face de Saint-Paul. Il y aura, je ne suis pas un fétichiste du pôle, mais il y aura peut-être une franchise pôle qui va s'installer, il y aura peut-être un pressing. Les familles vont commencer à se dire, mais finalement, est-ce que j'habiterai pas à la Mosson? Il y a toujours la difficulté des écoles. Et je pense que le geste de dire, effectivement, on injecte de l'activité au-delà des enveloppes financières, c'est-à-dire qu'il y a il y a 500 personnes avec des salaires, avec des revenus, qui vont injecter de l'argent dans l'économie, qui vont commencer à se dire, mais finalement, si je venais habiter à l'ouest pour équilibrer à l'est, et je pense que et de la même façon, à la Mosson, c'est un territoire d'innovation qui est exceptionnel. Sur les questions végétales, de jardins partagés, on peut imaginer, enfin bon, il y a des tas de projets qui sont en cours. Et qui est desservi par 2 lignes de tramway aussi. Ouais. Très bien, merci Monsieur Grasse. J'aurais d'autres questions, mais là on ne va pas avoir le temps parce qu'il est déjà 11h. Et il y a Monsieur Garcia Diaz aussi qui a plein de choses à dire et que j'oubliais pas. Monsieur Garcia Diaz, en tant qu'architecte, urbaniste et paysagiste aussi, que vous inspirent toutes ces interventions avec votre expérience d'urbaniste? Je crois que vous avez un regard assez critique, finalement, mais vous êtes là pour ça aussi, sur cette question du développement durable appliqué à l'urbanisme. Vous dites qu'il n'y a pas forcément les bons outils pour mettre en place les bonnes solutions. Est-ce que vous pouvez détailler, sans forcément trop plomber l'ambiance, mais votre regard critique nous intéresse aussi? Je vais pas plomber l'ambiance, rassurez-vous. Tout ce que j'ai entendu depuis ce matin avec l'ensemble des intervenants me fait penser à une chose, c'est que moi mon métier c'est avant tout la ville, le développement des villes, etc., me fait dire que la ville c'est d'abord le temps long.
Là, on parle de mesures, etc., mais une ville se fait petit à petit. L'unité de temps, c'est 20, 30 ans pour voir des politiques réellement apparaître de façon durable. Je partage beaucoup de choses que Cédric Graille a dites sur les points concernant le fait que nous n'avons pas en France moi, depuis que je fais ce métier, construire la ville sur la ville, quand je l'entends presque tous les jours, je me remémore mes années d'études. Parce qu'on en parlait déjà, de construire la ville sur la ville. Ben, les résultats apparaissent petit à petit, dans le temps long, etc., etc. Donc, un des points qui me paraît important, c'est du fait que dans l'évolution des villes, moi je serais beaucoup plus partisan de ne pas jouer forcément la quantité, c'est-à-dire des opérations très très importantes, mais des opérations multiples, et surtout avoir la possibilité lorsqu'on initie une opération et qu'elle a plusieurs années, d'essayer de se retourner et voir si elle a produit réellement ce que l'on attendait. Et surtout, d'avoir le courage politique de dire on s'est planté et il faut qu'on change les choses. Parce que vous me disiez, il faut prendre un virage très fort, mais je ne le vois pas dans les documents d'urbanisme que j'ai sous les yeux. Vous parliez, c'est un constat national, parce que votre agence intervient partout en France. Oui, vous pouvez préciser ça? Vous ne le voyez pas sous les yeux dans les documents d'urbanisme, alors qu'il faut prendre un virage très fort, c'est-à-dire? Oui, bon, là je vais être un petit peu critique sur les documents d'urbanisme, pardonnez-moi. Je pense qu'à l'époque où nous sommes, et surtout l'avenir qui se présente, avoir encore un urbanisme de la rue me paraît dépassé. Qu'est-ce que vous entendez par urbanisme de la rue? L'urbanisme de la rue, c'est on a des plans d'urbanisme où tout est fait par rapport à un boulevard, par rapport à une rue. On implante les bâtiments par rapport à ça. Tout est fait par rapport au déplacement rue. Et est-ce que nous n'avons pas d'autres choses à inventer que ça? Aujourd'hui, dans tous les documents d'urbanisme que j'ai pu, les derniers, qui devraient être à la pointe de la préfiguration des villes de demain, ben je retrouve les mêmes choses. Le PLUH je ne parlerai pas de Montpellier, mais le PLUH de Toulouse, c'est ça. Tout est fait, les prospects, ce qu'on appelle les prospects, c'est-à-dire les bâtiments doivent être implantés à X mètres de quoi? De la rue. Les largeurs de rue sont codifiées, etc., etc. Donc, est-ce que la ville de demain, c'est pas justement de réinventer d'autres modèles de développement des villes? Et encore une fois, lorsqu'on invente un modèle, l'industrie le fait. Pourquoi est-ce que dans nos productions, nous ne le faisons pas? Lorsqu'on invente un modèle, il y a ce qu'on appelle un retour d'expérience pour voir si le modèle fonctionne ou s'il faut carrément le changer. Donc voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas trop non, mais c'est intéressant. Tant pis si on prend un quart d'heure de retard sur la fin, parce qu'il y a des plateaux tellement passionnants. Je voulais juste vous interroger sur deux points. On n'aura pas le temps de tous vous interroger, bien sûr, mais peut-être finir avec vous, Monsieur Garcia-Diaz, sur les mobilités et la nature en ville. C'est deux thèmes dont on parle quand même beaucoup, qui sont dans le cadre de réinventer la ville, justement. La place de la voiture en ville, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux élus pour la réduire? Quelle est la bonne méthode de votre point de vue d'urbaniste? Ça dépend des villes, vous allez dire. Béziers, c'est pas Montpellier et tout. Mais donc sur les mobilités, puis sur la nature en ville. J'aimerais vous entendre sur ces deux points. Je vais prendre l'exemple d'un quartier que nous sommes en train de développer. Je ne citerai ni la ville, ni la société d'aménagement.
ça ne se situe pas dans la région ici, c'est que nous avons pris le parti de ne plus avoir, un exemple simple, de voitures stationnées le long des voies de desserte. Pourquoi? Parce que l'image même que l'on donne d'un quartier, c'est la voiture. On peut avoir du stationnement, il en faut. Je suis de ceux qui pensent que la part de la voiture va diminuer dans les années qui viennent, et j'en suis heureux. Mais en même temps, on n'est pas, c'est ce que je dis, le temps long, on n'en est pas du jour au lendemain à supprimer la voiture de nos vies. Mais on peut avoir des aménagements qui permettent de la rendre beaucoup moins perceptible, visible, etc., etc. Donc dans ce quartier, il y a du stationnement public, privé, etc., mais la voiture est invisible. La nature en ville, vous qui êtes paysagiste aussi, ouais. Pourquoi est-ce que j'ai introduit dans mon cabinet des paysagistes il y a 30 ans? Et pourquoi nous traitons aussi de l'urbanisme? C'est que je pense que l'urbanisme, l'architecture et le paysage doivent être intimement liés. Et on ne conçoit pas un bâtiment si on n'a pas, dès le départ, intégré aussi ces notions-là. Merci, Monsieur Garcia Diaz. Monsieur Ménard, un mot juste, parce qu'après on va juste enchaîner. Un mot pour dire que je suis toujours émerveillé de votre intelligence, Monsieur Garcia Diaz, et pour ce que vous dites, et votre méfiance vis-à-vis d'un certain nombre de vocabulaire, de mots, de concepts vieux depuis 40 ans, mais qui redeviennent régulièrement à la mode. Moi, je sais que pour parler crash un peu comme maire, moi je suis confronté, j'entendais ce que vous disiez sur la Mosson, mais si vous ne me limitez pas le nombre d'habitants par logements sociaux, c'est-à-dire on ne fait plus des ensembles de 200, 250, 300 logements sociaux, dont vous savez d'avance qu'il y aura des problèmes. C'est un choix qu'il faut faire et que moi j'ai vu mes prédécesseurs faire exactement le choix inverse. Deuxièmement, si dans un certain nombre de gens, je ne connais pas, c'est la Mosson un petit peu, mais je connais la Devèze ou d'autres quartiers difficiles à Béziers, si parallèlement les élus ne s'occupent pas des problèmes de sécurité de la population, nous, on va reconstruire à la Devèze, on a supprimé 500 et quelques logements à la Devèze, les gens, ils veulent des quartiers sécurisés. Et troisième point, pardon de le dire aussi pour la politique de la ville, et Dieu sait que l'État nous aide dans le domaine, mais le mot toujours fait peur, il y a un problème de communautarisme dans un certain nombre de quartiers. Et il y a des gens qui n'iront pas dans tel ou tel quartier parce qu'ils ne veulent pas aller dans tel ou tel quartier communautaire. Je sais qu'il est de bon ton de passer sous silence, sous la table, ce genre de considération, mais je ne sais pas comment c'est à la Mosson, mais je sais comment c'est à la Devèze. On construit des résidences et les gens te disent « moi je ne viens pas à la Devèze parce que je ne m'y sens pas bien ». Et ça, c'est le rôle des élus. Des logements sociaux moins importants, une sécurisation plus importante et lutter contre le communautarisme. Et il y a plein de choix à faire. Simplement, le courage des politiques dans ce domaine-là, permettez-moi de vous dire que j'en doute beaucoup. Merci, messieurs. Merci beaucoup. On peut les applaudir bien fort. Merci pour vos analyses et vos perspectives.